Emmanuel Macron va donc livrer ce soir en quelque sorte la feuille de route de la sortie du confinement. On a bien compris que ça se ferait tout doucement, que ça se ferait également par étapes dans les semaines qui viennent. Est-ce que d'abord c'est la bonne méthode pour vous qui est retenue ? Progressivement, oui, certainement. Il ne faut pas déconfiner brutalement. Il faut bien comprendre que la situation est encore fragile. Le virus circule encore beaucoup, encore 22 000 nouveaux cas hier. C'est pas rien. Tous les virus circulent, toujours. D'autre part, pourquoi cet expert nous parle-t-il de nouveaux cas, alors que cet indicateur, le nombre de personnes déclarées positives, est connu pour être extrêmement biaisé, et que d'autre part, l'indicateur le plus pertinent, c'est la surmortalité toute cause. Et dans les hôpitaux, les services de réanimation sont encore extrêmement pleins, avec beaucoup de patients atteints de la Covid et d'autres patients. Donc la charge de travail dans les hôpitaux est encore considérable. En Belgique, pays le plus touché au monde par l'épidémie, la ministre de la Santé a déclaré que la charge des hôpitaux n'a pas dépassé 60% de la capacité nationale au plus haut de l'épidémie. Donc si on relâche trop vite, le virus va recirculer plus vite, ça c'est sûr. Ce serait irresponsable de soulever entièrement le couvercle aujourd'hui et de revenir à la vie d'avant. Ce serait prendre des risques énormes d'avoir à nouveau une troisième vague qui arrive très vite. Et ça, les équipes soignantes, l'hôpital ne supporteraient pas. Pourtant, on a toujours pris ce risque depuis que l'on mesure les épidémies en temps réel, c'est-à-dire depuis 1920. Aucune épidémie de l'époque moderne n'a provoqué de surcharge hospitalière à la mesure des prévisions apocalyptiques des modèles épidémiologiques. Et cela sans que la stratégie supposément préventive, dite non pharmaceutique, confinement, distanciation, masque, ait été imposée à l'ensemble de la population, y compris dans le cas de virus nouveaux. Un déconfinement par étapes, quelles erreurs il ne faut pas reproduire qu'on a déjà commises lors du premier déconfinement ? Alors, les erreurs, ce serait de faire croire aux gens que le virus, la deuxième vague est derrière nous, qu'il n'y a plus de problème. En fait, ce virus, il circule sans qu'on le sache. C'est-à-dire qu'on peut porter le virus, vous et moi, sans être malade. C'est-à-dire qu'avant les symptômes, c'est ça qui fait. C'est un virus extrêmement sournois. Et donc, on porte le virus et on le transmet à d'autres, alors même qu'on n'est pas encore malade. Cela n'est ni sournois ni atypique. Ce phénomène est très fréquent dans les maladies transmissibles. Le confinement, il a marché parce que l'on a limité les contacts. La supercherie des études scientifiques prétendant démontrer l'efficacité d'une stratégie non pharmaceutique imposée à l'ensemble de la population consiste à simplement mesurer la différence entre les prévisions et la réalité finalement observée, puis à en conclure que cette mesure constitue la démonstration. Or, la capacité prédictive des modèles épidémiologiques n'a jamais été démontrée et elle est même infirmée par de récurrentes et gigantesques surestimations. Et à l'école, il faut aussi ouvrir la fenêtre, et même chez soi, il faudra de temps en temps aérer. Parce que quand on est plusieurs dans un local mal aéré, il y a un risque. Et en hiver, combien de temps faut-il laisser la fenêtre ouverte ? Et combien de fois faut-il répéter l'opération ? Décidément, cet expert ne craint pas le ridicule. Et l'on comprend pourquoi toutes ces mesures n'avaient jamais été imposées ailleurs que dans des hôpitaux équipés de systèmes d'aération. Mais en 2020, des experts, enfermés dans leur théorie, ont pris le pouvoir. Et le masque. Et le masque, toujours. Et le masque. Alors ceux qui nous regardent à la télé le voient, vous êtes masqués, nous ne le sommes pas. Toujours. Et le masque. Alors ceux qui nous regardent à la télé le voient, vous êtes masqués, nous ne le sommes pas. Croyez-vous que l'on vient d'atteindre ici le sommet du délire covidiste ? Eh bien, écoutez ceci. Il faut pas manger avec papier et mamie. On même peut aller les voir. Noël. On va même à Noël, parce que même si on a pris les précautions avant, on peut quand même avoir des fois c'est plus que 7 jours la période d'incubation. Donc on peut aller chez papy et mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. C'est des choses aussi simples. Non mais attendez, on va les voir, mais il faut limiter. Si je transmets le virus à papy et mamie, c'est pire que tout. Ouais. Comment je vais vivre ça après ? Parce que papy et mamie, ils ont un risque sérieux d'être en réanimation et éventuellement d'en mourir. Infantilisation de la population, mais aussi terrorisation des personnes âgées, alors que les statistiques montrent pourtant que les victimes sont essentiellement des personnes, certes âgées, mais souffrant en plus de pathologies chroniques. Enfin, les personnes âgées,
N'ont-elles pas le droit d'organiser leurs relations avec leur famille comme elles le souhaitent? Donc il faut avoir ça en tête. C'est un virus qui est dangereux. Non, ce virus n'est pas particulièrement dangereux, comme le montrent les statistiques de surmortalité toutes causes dans nombre de pays européens. Autriche, Danemark, Allemagne, Grèce, Hongrie, Norvège, Portugal. Ce qui est dangereux, ce sont les experts tels que Rémi Salomon. Ainsi, la surmortalité attribuée à la Covid-19 n'est-elle pas plutôt le résultat des effets pervers de cette bouffée délirante qu'est le Covidisme? Le bout du tunnel, on commence à le voir. Sur les vaccins notamment. Exactement. Donc il faut garder cet espoir. Et puis l'isolement si on le fait bien. L'isolement, et puis les vaccins. Mais pas le repositionnement de médicaments existants, peu coûteux et aux effets secondaires connus. Tiens donc. Eh bien, c'est des précautions redoublées. Vous n'allez pas faire les courses, vous n'allez pas au travail, vous n'allez pas à l'école, vous n'allez pas dans les endroits, et surtout, vous ne mangez pas avec d'autres. Et surtout, vous ne touchez pas votre masque, si j'ai bien compris. Si vous voulez aux gens, plus le sentiment de reprendre un petit peu la main sur cette pandémie, d'être acteurs de leur destin et non pas subir. Que vont changer? À force de parler, le masque descend en dessous du nez. La plupart des gens le replacent alors en le touchant avec les mains, alors qu'il faut logiquement en remettre un nouveau, sans toucher le tissu avec les mains. Voilà pourquoi le masque ne fait sens que dans une salle d'opération, et même là, on n'arrive pas à éviter des infections. Changer les tests antigéniques qui sont en train d'arriver dans des milliers de pharmacies. On rappelle que ce sont des tests dont les résultats arrivent en... Rémi Salomon se lave les mains parce qu'il vient de toucher son masque. Cet expert n'a donc absolument rien compris aux principes élémentaires de l'épidémiologie et de l'infectiologie. Donc, et en plus, le risque, si vous voulez, c'est que les tests, si on en consomme beaucoup, moi je crains qu'à un moment donné... N'est-ce pas cela qu'on appelle un charlatan? Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'AP-HP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, est avec nous pour quelques minutes encore. On va parler d'un point crucial, vital, celui qui nous redonne aussi un peu d'espoir. Ce sont les vaccins qui arrivent. 3 laboratoires en quelques jours ont presque conclu leurs essais en phase 3. Efficacité entre 70% et 95% selon les différents vaccins qui ont été testés. Sur ce chiffre, tout d'abord, est-ce qu'on les utilisera tous, ces vaccins, ou est-ce qu'on va prendre uniquement ceux qui ont la meilleure efficacité? Ainsi donc, l'important serait de savoir lesquels de ces vaccins l'on va utiliser. Pourtant, la question vraiment importante, n'est-ce pas plutôt de savoir si l'efficacité prétendue par les fabricants est crédible? Et cela alors que le journaliste oublie de mentionner que les phases 2 et 3 ont été raccourcies, de sorte que la durée moyenne de développement a été ramenée de 15 à 1 an. Le risque est donc très accru, alors que par ailleurs, ce virus n'a eu aucun effet notable sur la mortalité toute cause dans de nombreux pays européens. Comment vous expliquez que les Français n'applaudissent plus le soir? On s'habitue à tout, malheureusement, et c'est vrai que voilà, quand je dis qu'il y a une incompréhension et décalage entre ce que vivent les soignants au jour le jour, pour nous c'est pareil, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même souffrance, mais si vous voulez, au bout d'un moment, les Français ont envie on ne peut pas être en permanence. Nous, soignants, c'est obligé, c'est notre métier, donc on le vit.